Bon bah super, je suis ravi d'être avec vous ce matin. C'était un livre donc, pour raconter. J'avais écrit un livre précédemment sur la guerre de 14 qui s'appelle Parmi tant d'autres. C'était un roman où je parlais de la mort de mon grand-père. Il est mort, mon grand-père, lui, il est mort en 1915, donc dans les batailles meurtrières de Champagne. Et on m'a demandé, après l'écriture de ce livre, d'en écrire un autre de manière un peu plus pédagogique pour raconter donc la guerre avec un peu les dates essentielles à retenir. Donc un livre voué effectivement pour une approche pédagogique et scolaire. Donc ça m'a intéressé. Et j'ai toujours été intéressé, comme vous, quand j'avais votre âge, quand quelqu'un rentrait aussi, venait dans les établissements pour nous parler de ce qu'il avait fait. Merci. De ce qu'il a, ça c'est voilà, pour être entendu plus, c'est assis, mais surtout pour être voilà, comme c'est la rencontre est aujourd'hui enregistrée, filmée. Donc je crois que c'est d'abord je remercie donc Madame la principale et votre professeur de m'avoir sollicité et invité pour parler de ce livre et de se rencontrer. Je pense que aussi l'éducation, c'est bien sûr à travers les livres, mais c'est aussi à travers des rencontres et des questions que vous allez peut-être sans doute me poser, et donc à travers aussi des expériences. Donc là, ce matin, nous allons parler de la guerre de 14 à travers ce livre. Et d'ailleurs, je vous incite, le jour où vous passerez pas très loin, en tout cas sur tout ce théâtre de la guerre qui a eu lieu donc, depuis les Flandres jusqu'à la frontière suisse, dans ce nord de la France, il reste encore aujourd'hui des stigmates de la guerre. La guerre a imprimé le sol à jamais. Et si vous allez un jour près de Verdun ou dans la Somme, du côté aussi du plateau de Craonne, ce fameux chemin des dames en 1917, qui a été une hécatombe terrible pour les forces franco-britanniques. Vous verrez encore qu'il existe encore aujourd'hui un terrain complètement criblé de plomb, un terrain bouleversé encore par le feu. La nature a repris ses droits, mais du côté de Verdun, d'ailleurs, c'est devenu un musée, on n'a pas le droit d'y toucher. Il reste donc une forêt entièrement où ce ne sont que des cratères, ce ne sont que des trous. Et on peut facilement imaginer ce que ça pouvait être. Et vous avez des images en tête. Les images de la guerre de 14 sont très connues. Mais quand on va sur le terrain, on reste sans voix parce que je pense que là, il y a quelque chose qui se passe de terrible. Et on pense à toute cette génération qui a été donc sacrifiée pour cette guerre terrible. Alors on va parler bien sûr de la guerre de 14, on a écrit beaucoup sur la guerre de 14. Donc moi mon livre il vient après une foultitude de livres magnifiques d'ailleurs et que je vous conseille de lire. Il y en a beaucoup, de Blaise Cendrars, il y a Éric Maria Remarque aussi qui a écrit à l'Ouest Rien de nouveau, qui est vraiment un livre absolument que vous devez lire, ça c'est vraiment un des livres magnifiques. Et également, les Allemands, bien sûr, ont écrit aussi des livres sur la guerre de 14, avec Ernst Junger aussi, qui a écrit Orage d'acier, que je vous incite également à lire. Et il y a aussi, parmi, bien sûr, Henri Barbus, qui a écrit Le Feu. Il y a aussi Louis-Ferdinand Céline, qui a écrit Le voyage au bout de la nuit, qui commence par la guerre de 14. Il y a Maurice Genevoix, il y a Dorgelès, il y a beaucoup de gens qui ont écrit et qui ont vécu cette guerre. Donc ils l'ont écrit de l'intérieur et ce sont des pages de la littérature française qui sont vraiment très importantes et qu'il faut, c'est difficile de tout lire, mais je pense que vous devez en lire quelques-uns et ce sont des choses qui vous marqueront dans vos lectures. Donc c'est aussi l'éducation, ça passe à travers les livres et vous le savez. Donc la guerre de 14, on en parle beaucoup cette année. Parce que donc on commémore bien sûr le centenaire de la guerre de 14 et puis on va commémorer bien sûr l'année prochaine, en 1916 jusqu'en 1918. La guerre de 14, elle est ponctuée par 1914, donc c'est vraiment c'est la déclaration de la guerre. Donc il y a des choses assez, il faut retenir vraiment, il y a des choses importantes. 1914, donc c'est la déclaration de la guerre, c'est l'invasion donc
de la France, qui en un mois, les Allemands se retrouvent à près de Senlis, tout près de Paris. Ça a été vraiment aussi une hécatombe dans les Flandres, quand les Allemands sont passés donc par la Belgique, qui était un pays neutre. Et ils ont progressé à une vitesse terrible, parce que la France n'était pas du tout préparée d'un point de vue militaire. Et donc, on en reparlera après. Donc, c'est la déclaration de la guerre, et ensuite, donc, c'est la victoire, c'est la Marne. Hein, c'est toujours le premier arrêt de l'offensive allemande par les Français, hein, par le maréchal Joffre, qui est avec les fameux taxis de la Marne, qui donc stoppe l'invasion allemande. 1915, c'est une autre date qu'on commémorera l'année prochaine, c'est donc les batailles terribles aussi qui ont eu lieu en Champagne, c'est les campagnes terribles, où là c'est le début aussi de la guerre des tranchées. Après la guerre de mouvement, les soldats creusent dans le sol des tranchées et s'immobilisent sur un front qui va s'étaler donc des Flandres, hein, jusqu'à la Suisse, sur 700 km. L'année 1915, c'est l'arrivée aussi de l'uniforme bleu horizon. Donc les Français sont partis à la guerre avec des pantalons rouges. Vous savez, c'était l'uniforme encore de l'ancienne guerre de 1870. Et donc l'uniforme, comme ils étaient très visibles, ils avaient aussi ils n'avaient pas de casque, ils avaient simplement des petits képis. Ensuite, on a mis derrière ce képi une petite cervelière, qui était une petite boîte comme ça pour protéger un tout petit peu le haut du crâne. Et devant l'hécatombe des blessures à la tête au départ de la guerre, les blessures étaient essentiellement à la tête. Et donc, on a commencé à étudier le port d'un casque, qu'on a proposé très vite d'ailleurs au maréchal Joffre dès le début. Au maréchal Joffre, on lui a proposé un casque pour protéger les soldats. Il a dit c'est pas la peine parce que on gagnera cette guerre dans 2 mois, on tordra les boches avant 2 mois, avait-il répondu. Il s'est arrivé que la guerre, bien sûr, s'est éternisée comme toutes les guerres. Et donc, 1915, c'est l'arrivée au mois d'avril de ce nouvel uniforme qui va habiller les soldats. Les soldats qui vont souffrir beaucoup d'ailleurs des intempéries, du froid, de la pluie surtout et de l'eau. Hein, l'eau était sûrement le pire ennemi dans les tranchées, avec les poux et les rats. Finalement, la guerre était presque plus supportable. Les balles meurtrières, une fois que les soldats étaient un petit peu habitués à cet enfer du feu, finalement, quand on lit je vous invite aussi à les lire. Il y a des carnets des soldats qui ont écrit aussi, qui ont raconté leur histoire à travers des journaux intimes, à travers des carnets. Ils écrivaient beaucoup. On s'est échangé durant cette guerre. Il y a eu environ plus d'1 milliard de lettres échangées. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Les gens ont écrit beaucoup et ont écrit des lettres et des choses magnifiques. Donc l'année 1915, ensuite il y a l'année 1916, avec un moment fort dans l'année 1916, c'est Verdun, hein, qu'on va commémorer aussi donc, dans 2 ans. Verdun aussi, c'est une bataille terrible, hein, je crois que c'est la pire hécatombe durant cette guerre. C'est environ 700 000 hommes hors de combat des 2 côtés, donc c'est quand même c'est faramineux. Donc c'est là où vous verrez, si un jour vous allez à Verdun, il reste encore des villages qui ont été entièrement détruits, il ne reste que quelques pierres qu'on aperçoit encore aujourd'hui. Il y avait des villages entiers qui ont été rasés complètement par les obus. Donc après 1916, c'est 1917. 1917, le moment fort, c'est bien sûr le chemin des dames. Hein, c'est une offensive déclaré par le nouveau chef d'état-major, qui était le général Nivelle, qui avait donc été nommé après le maréchal Joffre. Hein. C'est le général Nivelle qui organise cette offensive avec les Anglais. Une offensive qui devait durer 2 jours ou 3 jours, et finalement qui va durer 3 semaines, et qui va faire un nombre de morts aussi incalculable. Parce que quand vous irez sur le terrain, vous verrez que les généraux demandaient aux soldats de faire des choses qui étaient impossibles. Parce que les Allemands étaient souvent sur des crêtes. Alors quand on parle de la guerre, on pense toujours que le terrain est plat et que les gens se font vis-à-vis. Mais non, que ce soit en Champagne ou en Artois ou ailleurs,
les Allemands étaient souvent sur des crêtes, ils avaient beaucoup plus de matériel, ils étaient beaucoup mieux équipés que les Français. Et donc, ils avaient construit aussi des fortins. Et donc, sur ce chemin des dames, c'est une pente qui est très, très pentue à prendre. Et il y a le fil de fer barbelé qui était en même temps des défenses très difficiles à passer. Et c'était pratiquement impossible. Les Allemands avaient une position beaucoup plus dominante et beaucoup plus facile avec des mitrailleuses, des nids de mitrailleuses ils tiraient les Français ou les Anglais un peu comme des lapins. Et eux-mêmes se prenaient dans les fils de fer barbelés qui étaient très difficiles à évacuer et que l'artillerie, qui n'était pas toujours très juste, n'arrivait pas à faire exploser pour essayer de créer des brèches à l'intérieur. Donc c'était 1917, le chemin des dames, une hécatombe terrible. Et donc pour l'instant, le front ne bouge pas, pratiquement pas. On prend 50 mètres, 100 mètres, on revient en arrière, on revient en avant. Enfin, ce sont à chaque assaut des pertes en hommes colossales. Ensuite, 1917, aussi le début aussi des mutineries. Aussi. Les soldats commencent à se dire on en a marre de monter à l'assaut pour rien. On se fait tuer pour rien. Et des deux côtés d'ailleurs. Hein. Donc c'est le début aussi des fraternisations entre les Allemands et les Français, et les Anglais. Il y a un début ils en ont marre des deux côtés. Et donc ça sera aussi des choses terribles aussi pour les soldats. Donc pour maintenir l'obéissance des soldats, les généraux, donc, dès 1914 d'ailleurs, ont décidé effectivement d'exécuter ceux qui ne voulaient pas, donc de fusiller. Donc les gens sont passés par les armes. Ceux qui refusent le combat sont déclarés, sont passés par les armes et sont fusillés. Donc il y aura eu durant cette guerre environ 600 hommes fusillés pour l'exemple. Hein. On fusille pour l'exemple, pour éviter que, pour imprimer une espèce de terreur pour que les autres se disent bon, écoute, on est obligé d'y aller, sinon on se fait fusiller. Donc 1917, c'est une date vraiment charnière parce que c'est en même temps l'entrée en guerre des États-Unis qui va bien sûr bouleverser entièrement les choses. Ils vont arriver avec un énorme matériel. Et donc là, c'est la supériorité en nombre et en même temps matériel qui va donc aboutir en 1918 à la victoire finale, où les Allemands ne pourront plus, seront exempts et décideront donc de demander l'armistice. Donc c'est un peu ces 4 années qui sont jalonnées de faits très marquants. Après, il y a bien sûr, on peut parler de la guerre de 14, des conditions du vie du soldat. On peut parler... vous allez peut-être me poser des questions à travers aussi le livre donc, que vous avez lu. Donc j'espère que vous l'avez lu. En tout cas, votre professeur m'a dit que vous l'aviez lu assez rapidement. Donc ça veut dire qu'il vous a en même temps interpellé et qui vous a, je l'espère, plu et qu'il a répondu un peu à vos interrogations. Moi, je suis aussi là pour savoir un petit peu comment, justement, qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre, comment vous l'avez lu, quelles sont les questions que vous avez envie de me poser à travers cette écriture. Donc moi je suis, comme vous le savez, comédien, je suis aussi metteur en scène. Je suis aussi, alors j'écris parce que depuis longtemps, l'écriture a toujours fait partie de ma vie, j'ai toujours aimé écrire. Et donc j'ai développé j'ai fait plusieurs choses dans ma vie, je diversifie mes activités, mais qui sont toujours assez reliés, parce qu'entre la mise en scène ou le fait d'être acteur pour le théâtre, ou le cinéma ou la télévision, ou l'écriture, en tant qu'acteur, on a un lien, on interprète des textes, donc on a un regard sur des textes, on les apprécie, on les travaille, donc on a déjà ce rapport très, très charnel, et puis avec un texte. Donc un texte, c'est aussi une musique, c'est une façon aussi de faire passer des sensations à travers des mots, de choix des mots, et puis d'arriver à trouver, de pouvoir entrer dans cette
c'est quelque chose aussi d'assez physique, hein, l'écriture. Le jeu également, donc tout ça c'est assez lié. Et puis le fait de mettre en scène, c'est un rapport aussi avec des costumes, avec un éclairage, avec un décor. Voilà, ça fait. euh, Donc vous me poserez les questions que vous voulez sur, voilà, sur ce, ce métier ou ces métiers que je pratique. Euh, et voilà, je ne vais pas parler tout seul pendant. Je vais vous laisser peut-être un petit peu intervenir et puis on reparlera un petit peu de la guerre de 14 sur des questions peut-être que vous vous posez. Euh, dont je vous parlais tout à l'heure des, du manque de préparation, bien sûr. Les Allemands étaient beaucoup plus préparés et beaucoup mieux organisés. Ils avaient, par exemple, vous le verrez encore aujourd'hui si vous allez à Verdun, il reste des tranchées en état parce que les Allemands les bétonnaient. Vous savez, le béton, ça existe depuis pas mal de temps. Et donc, les Allemands bétonnaient des tranchées. Donc, elles sont encore aujourd'hui, elles n'ont pas bougé, elles sont encore aujourd'hui visibles. Les Français creusaient dans la terre et puis étayaient avec des morceaux de bois, etc. Donc, ça partait souvent, bien sûr, avec le marmitage et les obus et les explosions. Les tranchées françaises étaient sans arrêt bousculées. Et puis les Allemands avaient aussi des pompes à moteur pour épuiser l'eau des tranchées, alors que les Français avaient des gamelles. Donc ils écopaient l'eau des tranchées avec des gamelles, tandis que les autres faisaient marcher des moteurs. Et puis les Allemands avaient également des amplificateurs pour écouter ce qui se passait dans les tranchées françaises et prévenir les actions, éventuellement les attaques. Donc il y avait une organisation... Et en termes de munitions également, les Allemands étaient beaucoup plus et mieux préparés. Ensuite, comment ces gens-là ont pu résister dans ces conditions que vous pouvez imaginer, Tapi, dans cette guerre avec, au milieu des poux et des rats, hein, parce que très vite l'hygiène était assez déplorable. Des gens qui avaient leur uniforme, ils ne pouvaient pas se laver. Il y avait, c'était des conditions au milieu des intempéries. Donc il y a eu aussi un soutien des familles très important qui envoyaient. Alors pour une fois, je veux dire, le courrier a très bien marché pendant la guerre. Donc les soldats recevaient des colis assez régulièrement, des familles qui leur envoyaient pour améliorer leur ordinaire, comme on disait, soit un peu de nourriture en plus, des chocolats, des biscuits, enfin des choses comme ça, mais également aussi pour se couvrir. Pour résister au froid, parce qu'il a fait très froid aussi, il y a eu des hivers très rigoureux, et donc les soldats étaient dehors, ne bougeaient pas, et quand il pleuvait, c'était des pluies glacées, les capotes étaient entièrement mouillées, tout ça ne séchait pas, donc ils étaient dans la boue, parfois jusqu'aux chevilles, parfois jusqu'aux genoux, ils s'enfonçaient dans une terre gluante, et ils étaient couverts de boue, et donc ils avaient donc les familles envoyaient des écharpes, envoyaient des gants, envoyaient des peaux de mouton. Donc ils avaient finalement, l'uniforme était devenu, chacun se rajoutait un bonnet, se rajoutait ce qu'il pouvait pour pouvoir se protéger des intempéries. Donc les conditions, on se demande encore aujourd'hui comment ces hommes ont réussi à résister à cette dureté de ce qu'ils ont vécu. Moi, je pense que vous savez qu'à l'époque, en 1914, la France est essentiellement rurale. 80% de la population habite dans les campagnes. Et donc, tous les hommes qui sont dans les tranchées sont essentiellement donc, des gens qui viennent de la campagne, qui ont travaillé, qui ont fait les travaux des champs, etc. Donc, c'est des gens habitués à des travaux durs. Aujourd'hui, l'agriculture s'est beaucoup mécanisée. Il y reste maintenant, les agriculteurs sont un peu isolés et seuls dans leurs gros tracteurs au milieu de leurs champs, mais à l'époque c'est tout un village, toutes des familles, et on travaille au champ. Les travaux des champs sont très durs. Et je pense que voilà, ils avaient déjà une résistance à l'extérieur, aux intempéries, à la nature. Et aux travaux durs. Hein. Les travaux des champs à l'époque, c'était travailler 12 heures par jour, enfin ils n'arrêtaient pas, et c'était des travaux très, très pénibles.
Voilà, donc alors, qu'est-ce que... Je vous laisse me poser éventuellement des questions sur, d'abord, sur la lecture de ce livre. Alors, il y en a une ou un qui commence. Ah, d'accord. Ah oui, oui, tu es caché. Voilà. Cette œuvre est-elle inspirée de votre expérience? Bah, oui, que je raconte l'histoire de cet enfant, je me suis mis un petit peu, c'est une fiction, hein, parce que moi, j'ai bien sûr, je n'ai pas l'expérience de la guerre, euh, moi, mon expérience, je me suis quand même inspiré. Bien sûr, dans un livre, on met toujours un petit peu des choses qu'on connaît, et on raconte, on s'appuie sur une expérience toujours, à travers un vécu. L'expérience, moi, c'était celle de mon grand-père, donc, qui est mort à la guerre. Donc, euh, je ne l'ai pas connu, bien sûr. Donc, mais j'avais raconté ce premier livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'avais cette expérience avec ces objets qui sont revenus du front, cette guerre dont on parlait peu d'ailleurs, ma grand-mère en parlait pas, tout ça c'était très très lointain. Et moi je me suis intéressé à cette période de notre histoire à travers ces objets de mon grand-père qui sont très parlants. J'avais encore son portefeuille troué à deux endroits parce qu'il avait reçu une rafale de mitrailleuse en entraînant la troupe, hein. Il était jeune lieutenant et les jeunes officiers au début de la guerre entraînaient la troupe pour sortir de la tranchée. Ils sortaient avec un sabre au clair comme on disait, pour entraîner la troupe. Et bien sûr c'était le premier à sortir et souvent, il y a eu une hécatombe aussi dès le début de la guerre de ces officiers de première ligne, comme on les appelait, qui ont payé un lourd tribut parce qu'ils étaient les premiers à sortir. Et les mitrailleuses allemandes en face bien sûr, c'était des cibles offertes très facilement. Donc lui, il a pris une rafale de mitrailleuse, il a pris 5 balles dans la poitrine. Il s'est écroulé, on a jugé qu'il allait mourir dans les heures qui allaient suivre, et finalement il a tenu 8 jours. Et donc il n'a pas été évacué et il a agonisé dans un petit abri de secours à l'arrière des lignes, dans une sorte dans une chapelle transformée en abri de secours. Donc à travers cette expérience de mon grand-père, j'ai voulu raconter ce que c'était aussi me mettre à la place d'un enfant, hein, mon père soldat de la guerre de 14, ce départ à la guerre, qu'est-ce qui se passe, l'attente, tout ce qui se passe aussi à l'arrière aussi du front, hein, toutes ces femmes aussi qui ont repris le travail des hommes, qui ont travaillé. Toute la société française a été vraiment bouleversée par la guerre de 14. Et les femmes se sont vraiment investies et ont pris le travail des hommes qui, à l'époque, la condition féminine était quand même très, très difficile. Je veux dire, et la guerre de 14 a permis, et il y a eu beaucoup de revendications, et beaucoup d'ailleurs les premières grèves aussi, de revendications des femmes au travail qui ont travaillé dans les usines à fabriquer tous les obus, tous les munitions, les munitionnettes comme on les appelait. Ensuite, les travaux, que ce soit elles sont devenues aussi conductrices de tramway, elles sont devenues donc les femmes ont aussi payé aussi un lourd tribut. Elles se sont occupées aussi des travaux dans les champs, et elles ont soutenu aussi le moral des soldats. On parlera après parce qu'il y a eu aussi, avec la presse de l'époque, beaucoup de propagande, hein. On racontait des choses qui se passaient, on essayait de relever aussi le moral des gens en écrivant des choses qui n'étaient pas toujours très justes. Entre ce qui se passait vraiment sur le front et ce que les journaux racontaient, ce n'était pas toujours l'exacte vérité. Ce qu'on a appelé la propagande, hein, c'est le bourrage de crâne, voilà. On a appelé ça pour raconter aux gens des choses, pour les maintenir dans l'espoir que tout se passait bien et que les soldats montaient à l'assaut, la fleur au fusil et le sourire aux lèvres. Donc c'était quand même assez différent. Donc ça part d'une expérience, un petit peu de mon grand-père, puis après l'expérience à travers des livres, à travers des lectures, et puis à travers après l'imaginaire et l'imagination. Ça c'est le rôle aussi de celui qui écrit, de l'écrivain qui transpose.
Avez-vous des lettres ou des témoignages de votre grand-père? Ah oui, alors, bah, voilà, donc ça fait un peu, bah, j'ai des, alors j'ai des témoignages, j'ai pas de, donc dans ces objets ramenés du front, il y avait donc dans son portefeuille eh ben, des lettres adressées, des lettres de ma grand-mère qu'il conservait dans son portefeuille. Donc je suis en train d'ailleurs, j'ai créé un spectacle que je suis en train de jouer en ce moment, et où je raconte d'ailleurs la première. J'ai une lettre de ma grand-mère que je dis au début du spectacle. Cette lettre, je l'ai trouvée dans le portefeuille de mon grand-père. Il y avait également son ordre d'attaque qu'il avait reçu, petit ordre d'attaque, petit bout de papier avec une écriture fine au crayon mine, qui lui demandait voilà, d'attaquer à telle heure en entraînant la 11e compagnie va faire un effort et entraîner la 10e compagnie pour faire une offensive énergique et nécessaire, donc un petit texte, d'attaquer à 15 heures. Il reçoit l'ordre à 15h20, donc 20 minutes en retard, parce que l'agent de liaison, c'était des agents de liaison qui se déplaçaient. On n'envoyait pas ça par SMS, on envoyait ça par un bout de papier. Il fallait traverser les lignes pour arriver à le remettre entre les mains des officiers de première ligne. Alors il y a aussi des photos de ma grand-mère, avec des photos aussi de mon père qui venait de naître. Et ma grand-mère était enceinte également d'un 2e enfant qui allait naître et qui est né donc 15 jours après la mort de son mari. Donc ma grand-mère était veuve à 22 ans, elle venait de se marier 2 ans avant. Donc c'était sous le poids de l'existence, elle s'est retrouvée être obligée aussi de travailler. Donc elle a réussi à trouver du travail dans une bibliothèque pour subvenir aussi, malgré la pension versée, pour subvenir aussi et élever ses 2 enfants. Donc des objets, oui, qui restent très précieux pour moi. Donc quelques lettres, des photos, un ordre d'attaque, et puis des objets aussi. Mon grand-père était myope, il portait des petits lorgnons. Donc j'ai la monture également. Il avait aussi ce qu'on appelle une montre de gousset. C'est une montre qui se mettait comme ça, une montre ronde, qui se mettait dans une poche de gilet. Et puis voilà. Et puis donc ces objets-là, oui, qui sont encore pétris qui sont assez impressionnants de les conserver, de les regarder. Pourriez-vous nous expliquer la présence et le sens des illustrations ainsi que les taches blanches sur le dessin du livre 14D? Les illustrations, alors les illustrations, elles sont donc ça c'est l'éditeur qui a pris le parti. Le livre avait été édité, ça c'est une réédition que vous avez lue. Le livre avait été édité avec une autre illustration qui était un peu plus, qui faisait un peu plus classique, un peu plus ancienne, avec des couleurs. Donc là, ils ont voulu refaire quelque chose de plus moderne, de plus uniquement silhouetté. Hein, c'est vraiment, toutes les illustrations sont en silhouette. Et le blanc, alors sur la couverture, attends, je vais regarder ce dont tu parles parce que je ne vois pas très bien. Ah oui. Ah oui, 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 d'accord. Oui, non, je pense que comme c'est que des silhouettes, comme c'est très silhouetté, c'est pour donner un peu de matière, je pense, et donner un peu, que ce soit, voilà, qu'on sente qu'il y ait une sorte de grain, un peu comme des vieilles photos, enfin ça rappelle, voilà. Et puis ça peut rappeler aussi des éclats, des éclats de terre qui jaillissent de la terre, donc pas que ça soit non plus trop net. Donc il y a une espèce d'imprimé, de choses qui a du. Donc je pense effectivement que ça donne vous savez, toutes les photos anciennes, elles ont parfois, elles sont un petit peu, il y a du grain ou il y a des petites parties un peu manquantes. Donc c'est retrouvé à travers, voilà, par exemple celle-là, effectivement, où on voit
Il y a un peu de blanc, et puis au-dessus, vous voyez, un peu de noir même. Ça fait un peu de... C'est une impression aussi que sur le front et dans la tranchée, il y a... c'est pas... Dire, il y a des fumées, il y a de la terre qui explose, il y a des projections de terre, de débris. Donc voilà, c'est quelque chose... je pense que c'est pour mettre en valeur et essayer d'exprimer cette espèce de bouleversement qui entoure les soldats. Qui a choisi la couverture du livre? Les couleurs ont-elles un sens particulier? Oui, je pense que les couleurs ont un sens particulier. La couverture, c'est l'éditeur. Hein. L'éditeur, lui, il bâtit ensuite, il me le propose, bien sûr. Hein. Il m'en parle en me disant est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc il y a parfois plusieurs projets qui sont faits. Et puis, donc c'est un travail qu'on fait ensemble. Il me propose des couvertures. Celle-là, je l'ai trouvée, parmi ce qu'il m'avait proposé. Je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus simple. On essaye de trouver une couverture aussi qui parle avec cet enfant. En même temps, la présence aussi de cet avion, parce qu'il y a une séquence que vous avez lue à l'intérieur justement de ce petit avion qui vole. Moi, c'est un souvenir que j'ai réintégré dans ce livre, d'un souvenir de quand j'étais en classe, je crois, c'était dans les petites classes. D'ailleurs, j'ai un souvenir de l'époque. On s'amusait beaucoup à faire. J'ai vu d'ailleurs que dans la cour en arrivant, il y avait certains élèves qui s'amusaient à lancer des avions en papier. Donc ça m'a rappelé justement cette anecdote que j'ai vécue donc quand j'étais au collège. Et les avions en papier, il y avait, tout le monde en avait. Il y en avait qui faisaient des choses absolument admirables, des avions qui volaient pendant je ne sais pas combien de temps. Et c'était super. Donc, les gens très très doués là-dessus. Et donc j'ai raconté ça. Donc c'était voilà, on se retrouve avec un peu la présence de la guerre en bas, un titre quand même très visible. Voilà mon nom qu'ils ont mis visible parce que voilà, ils ont profité aussi du fait que je suis un petit peu connu pour le mettre en avant. Et voilà, pour vendre le livre plus facilement, je pense, pour un éditeur qui cherche surtout à vendre ses livres. Et puis le bleu, ça vous rappelle quoi? Le bleu, c'est le bleu horizon, c'est le bleu de la couleur de l'uniforme des soldats français. Et puis on retrouve donc le bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est le drapeau français. Donc je pense que c'est aussi simple que ça. À vos questions. Pourquoi êtes-vous devenu acteur? Voilà, c'est une grande question parce que pourquoi on ne sait pas très bien pourquoi je suis devenu acteur. Je ne le savais pas au départ, je pense, mais je crois que j'ai baigné aussi quand j'étais petit. Mon père était un grand amateur de cinéma, de photographie, et donc tous les étés, il écrivait un petit scénario. Il avait une caméra Beaulieu, une petite caméra de 8 mm, et donc avec ses enfants, nous étions 4, des cousins, etc. Il écrivait un petit scénario et tous les étés, il faisait un petit film d'un quart d'heure. Il faisait après le montage lui-même, il faisait tout lui-même, et de manière presque professionnelle, vraiment. Et donc tous les étés, tous les mois d'août, j'ai passé, dès mon plus jeune âge, j'ai passé mon temps à faire l'acteur sans m'en apercevoir. Et puis, par la suite, voilà, j'ai peut-être voulu rester dans cet univers de l'enfance qui m'avait quand même bien plu. Et puis, j'ai été toujours attiré aussi par les textes, par l'envie aussi de communiquer des émotions, des sentiments, d'imaginer. Pour moi, l'imaginaire et l'imagination, c'est quelque chose aussi de très important, de fabriquer des histoires, de raconter des choses avec des histoires, de se rapprocher des gens, de faire partager des émotions. Donc
Voilà, un jour je suis rentré, j'ai fait des études après mon bac, j'ai fait des études de droit, de sciences économie, j'étais à la faculté d'Assas et tout ça, donc, mais je me suis assez vite ennuyé et je me suis un jour rencontré avec quelqu'un qui était dans un cours privé de théâtre et j'ai voulu aller voir comment ça se passait. Et quand je suis entré, dans ce cours avec cette scène de théâtre, je me suis senti tout d'un coup chez moi. Je me suis dit, mais c'est ici que j'étais chez moi et je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire, c'est ici que je dois faire des choses. Et donc, voilà, je me suis inscrit et très vite, je me suis passionné pour les textes et je me suis senti à l'aise, je me suis senti bien dans ma peau. Alors, je savais que c'était pas forcément un chemin facile, un parcours facile de devenir comédien. Beaucoup de gens veulent le faire et ensuite il faut pouvoir en vivre et donc c'est pas quelque chose. Alors j'ai présenté le conservatoire, j'ai eu la chance donc aussi d'être accepté et après le conservatoire c'est pas non plus la panacée, il n'y a pas que ça, il faut pouvoir après en sortir et faire des choses, mais voilà, j'ai beaucoup aussi travaillé, j'ai lu, je me suis intéressé à l'histoire, je me suis intéressé, les choses ne viennent pas toutes seules, il faut aussi travailler. Se remplir aussi d'expériences parce que le métier de comédien c'est voilà c'est votre vie, c'est le vécu, c'est tout ce qu'on a vu, c'est à travers les lectures, mais c'est aussi la peinture, c'est aussi les voyages, c'est aussi les rencontres, c'est la curiosité, voilà, de vivre aussi et d'être au contact d'émotions très différentes pour pouvoir les transposer et les traduire. Donc c'est un travail continuel que je continue encore aujourd'hui. On n'a jamais fini finalement de grandir et de se perfectionner, de s'améliorer, de se corriger pour arriver toujours voilà, à traduire et être au plus près d'une vérité, voilà, de la sienne, mais en même temps d'essayer de partager des choses avec les autres. Alors pourquoi je suis comédien, je ne sais pas, je me le pose encore la question. Comment passe-t-on du métier d'acteur à celui d'écrivain? Alors, finalement, moi, je pense que j'ai toujours écrit sans m'en apercevoir. J'ai toujours été attiré par la poésie. J'ai écrit des poèmes, j'ai écrit petit à petit, j'ai écrit des choses que je gardais pour moi. Ensuite... Donc l'écriture a toujours fait un peu partie de ma vie. J'ai toujours eu le plaisir d'écrire. Donc l'écriture, c'est un travail aussi, comme tout d'ailleurs, hein, le métier de comédien, ou tous les métiers, ne se font pas comme ça. Ça se fait avec une somme de travail, de réflexion, d'essais, d'expérience. C'est toujours l'expérience qui vous apprend, qui vous affûte et qui... donc le talent, c'est aussi beaucoup de travail. Hein. C'est pas uniquement tout d'un coup quelqu'un qui est doué. Il y a bien sûr des gens qui sont doués plus que d'autres, mais c'est surtout le travail qui compte. Si on veut durer en même temps, hein, si on veut progresser, parce qu'il s'agit toujours de s'améliorer. Et c'est possible. Donc l'écriture, elle est venue, donc je pense même avant. Ensuite, le fait d'être comédien, j'ai été confronté à des textes, donc j'ai lu aussi, que ce soit Marivaux, Molière, Shakespeare, donc j'ai été plein d'auteurs qui m'ont passionné, et j'ai vu aussi à travers eux, le fait de les interpréter, c'était aussi de les lire, de les comprendre, donc je me suis rapproché de cette littérature. Aussi pour fabriquer un personnage, on va lire le texte qu'on doit dire, mais on va lire aussi d'autres choses pour essayer de savoir si on ne peut pas trouver dans son personnage, créer quelque chose avec une autre histoire, un autre personnage qu'on a vu dans un autre livre, trouver une démarche, trouver un habit, trouver des idées pour voilà, fabriquer et créer ce qu'on appelle un personnage. Donc c'est à travers aussi une peinture, c'est à travers... donc on essaye de s'appuyer sur des inspirations qui sont très diverses. Donc l'écriture, elle traverse finalement un petit peu ma vie, parce que j'ai toujours, après,
j'ai écrit de plus en plus, et puis ensuite, voilà, il y a des gens qui ont voulu... j'ai édité des livres. Aujourd'hui, je continue à écrire, et je pense qu'un jour, même si j'arrête de jouer, je continuerai toujours d'écrire. Donc l'écriture sera un peu le dénominateur commun, un peu dans ma vie. Et puis j'écris aussi, alors bien sûr, j'écris aussi des mails, des courriers électroniques, mais j'essaye aussi d'envoyer des lettres ou des mots. On n'écrit plus comme ça maintenant, on envoie très peu de lettres. Alors moi je suis de la génération où on a écrit beaucoup, moi j'écris des lettres, j'ai entretenu aussi beaucoup de correspondance avec ma mère, j'ai entretenu une correspondance très importante avec ma mère. On s'écrivait beaucoup. Elle adorait écrire, elle m'écrivait beaucoup. Et puis moi, j'aimais lui écrire. Et donc pendant de nombreuses années, ma mère n'est plus de ce monde, mais j'ai écrit, on a entretenu beaucoup de lettres. Donc j'ai énormément de lettres de ma mère. Et puis moi, je m'aperçois que à sa mort, j'ai récupéré toutes ces lettres qu'elle avait gardées. Donc j'ai écrit énormément à ma mère. Donc on écrivait des lettres, vous voyez, qu'on ne s'écrit plus aujourd'hui beaucoup. On écrit des SMS, on écrit des mails. C'est différent, c'est pas mal aussi d'écrire de temps en temps des cartes postales ou des lettres. Donc j'essaie toujours de garder l'écriture, qui est une façon de se positionner dans la vie, de réfléchir, de pas aller, c'est une façon de se situer, l'écriture aussi. On prend le temps d'écrire et on choisit les mots pour traduire sa pensée. Voilà, parce que oralement, c'est toujours plus difficile. Il faut choisir très vite le mot qui vient à l'esprit. Mais quand on écrit, on essaye de balancer une phrase, en tout cas de l'écrire et de la construire et de faire passer dans sa construction un sentiment différent, quelque chose de physique et de charnel aussi dans l'écriture. Il y a une façon de mettre une ponctuation aussi, ou de ne pas en mettre. Il y a des poèmes d'Apollinaire où il n'y a aucune ponctuation. Il y a des gens, Louis-Ferdinand Céline, qui écrit avec des points de suspension, des points d'exclamation. Donc il y a une structure, il y a une façon, il y a une forme qui permet aussi de traduire des sentiments et des émotions. Et donc c'est une façon de sculpter des émotions avec des mots, de faire passer des sensations avec des... Il y a des mots qui expriment il y a des mots qui racontent des choses plus que d'autres. J'ai un peu débordé de la question, mais... Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu l'Oscar ? Alors l'Oscar, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'espère. J'ai reçu un César il y a quelques années déjà. L'Oscar, ça sera peut-être l'année prochaine. Moi j'ai reçu des prix dans j'étais heureux, comme quand même. On fait pas ce métier pour recevoir des prix. Mais quand on est, surtout c'était au tout début, parce que j'ai reçu le César du meilleur espoir, donc puis après j'ai été nommé meilleur acteur, où j'ai pas eu le César, mais j'ai été plusieurs fois nommé. C'est une façon de se dire que le travail qu'on a fait a été remarqué, et donc c'est plutôt valorisant, c'est toujours valorisant d'être choisi. En même temps, c'est pas que ça dure 24 heures. Le lendemain, on s'est dit, maintenant il faut continuer, il faut pas s'asseoir sur les prix et se dire, je suis arrivé, j'ai plus rien à faire maintenant. Non, on continue à travailler et à se remettre en question et à choisir des choses qui vous font progresser, de ne pas refaire toujours les choses qu'on sait faire, mais d'essayer d'aller vers des choses parfois qu'on ne sait pas faire, et c'est celles-là qui vous font avancer, celles-là qui vous font progresser. Et voilà, pour se remplir et je pense qu'on peut toujours se corriger, s'améliorer et grandir, et puis découvrir aussi parfois d'autres passions. Et donc, en tout cas, le César m'a fait du bien, et surtout, ça m'a bien sûr lancé en tant que comédien. Ça aide pour être connu et remarqué, et donc ça a lancé, disons, ma carrière. C'était un moment important. Pourquoi êtes-vous si impliqué dans le milieu associatif ? Je pense que c'est important dans sa vie aussi
d'avoir un métier, de s'impliquer dans des choses qu'on a envie de faire, qui vous correspondent, et en même temps, je trouve que c'est important aussi d'aller toujours aussi vers les autres et d'être aussi bénévole et de faire de s'engager sans forcément attendre quelque chose en retour. Donc c'est aussi de s'intéresser aux autres et de s'intéresser, le don de soi et le bénévolat, je trouve que c'est quelque chose de très important, et toutes les associations qui existent en France, et il y en a beaucoup, existent grâce à ces gens qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur confiance, de leur amour, de leur amitié, de plein de choses. Et donc ça, c'est le tissu social qui nous permet finalement de nous rapprocher, de nous rassembler, hein. De s'associer, de se rassembler. Je trouve que c'est important. On a des choses, l'État, les gouvernements ne peuvent pas tout. C'est à nous de créer une association pour défendre telle ou telle chose. Moi, je suis donc le parrain de SOS Amitié, qui est une association donc, qui lutte contre l'isolement, la détresse, le suicide, hein, qui est aujourd'hui une des premières causes de mortalité en France, hein, chez les adultes. Il y a 10 000 suicides en France par an. C'est absolument énorme. Donc dans les conditions difficiles aujourd'hui de la mondialisation, des difficultés d'une société qui est devenue de plus en plus âpre pour exister, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être écoutés, d'être défendus, qui n'ont pas forcément toujours les moyens de l'être, et donc il faut que un tissu associatif se développe pour répondre et aider ceux qui sont dans le besoin et qui ont besoin de parler, et qui sont seuls, isolés, et qui désespèrent. Et donc, ce sont des choses qui me touchent. Et je pense que le rôle, en même temps, des artistes, mais au-delà même des artistes, le rôle de chaque citoyen, c'est de regarder aussi, de prendre du temps pour écouter l'autre, regarder les autres. Et si on peut apporter un peu de bien-être autour de soi, c'est toujours une victoire, je pense. Avez-vous déjà rencontré des élèves? Bien sûr, oui, j'ai rencontré... Alors, je trouve que de venir en même temps dans des établissements où je trouve que c'est... moi, quand j'étais à votre place, j'adorais à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de l'extérieur qui venait nous parler de son métier, de son expérience. C'était des moments, je trouvais, enrichissants et qui comptaient beaucoup, je pense, dans la formation, de rencontrer aussi, d'aller au-delà, d'aller au-devant de l'expérience, de faire naître en même temps des vocations. Je trouve que donc c'est très bien de faire venir des gens à l'intérieur d'un établissement, et c'est aussi très bien de sortir aussi des collèges pour aller à l'extérieur et rencontrer des réalités qui sont celles de l'agriculture, d'une usine, d'un journal, de la fabrication d'un journal, de la bande dessinée. Enfin, il y a une multitude de choses, et il faut sortir, il faut savoir sortir aussi du collège et faire venir aussi des gens au collège, au lycée, en tout cas à l'école, pour je crois que cette rencontre-là, et d'essayer d'avoir aussi le sens des réalités et de faire naître des vocations, hein. Parfois, on rencontre une personne, on rentre dans un lieu, et tout d'un coup, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, qui est une dimension aussi physique, parfois qui n'est pas forcément comprise dès le départ. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on est touché par quelque chose, et on se dit, c'est ça que je veux faire. Alors, donc, voilà, donc moi, je suis ravi aujourd'hui de venir vous parler de tout ça, de vous rencontrer. Et donc j'ai déjà fait ça quelques fois, je ne fais pas ça non plus en fonction de mes activités, donc quand je peux. Et j'avais réalisé des films aussi, donc j'ai fait des projections, organisé des projections pour parler, pour que les élèves regardent le film et qu'on en parle après, et qu'on parle après de la fabrication d'un film, comment ça se passe, comment ça se fait. Voilà. Donc
Donc c'est pas la première fois que je fais ça. Et puis je suis allé d'ailleurs l'année dernière aussi je suis allé à la prison. Vous savez, j'ai rencontré des prisonniers à la prison de la Santé. J'ai fait ça plusieurs fois pour leur parler j'avais fait une projection d'un film que j'avais réalisé et de parler aussi de la poésie. J'avais lu des poèmes et j'ai rencontré donc des prisonniers à la prison de la Santé. Et voilà, c'est important aussi d'aller vers ces gens-là qui sont isolés, qui sont dans des conditions difficiles de vie. Et puis c'est une façon de se rendre compte quand on rentre dans une prison, on n'oublie pas ce que c'est. C'est quand même très très fort comme sensation et comme impression. Et puis on rencontre ces gens-là, on parle avec eux et on essaye de les comprendre. Voilà, c'est une expérience. On en retire des choses, en tout cas, comme en tant que metteur en scène ou comédien ou écrivain. Donc, ce sont aussi pour moi des moments importants d'aller à la rencontre aussi de gens qui ont vécu des choses bien différentes. Moi, la prison, je la connais pas, sinon par le fait d'y aller, de rencontrer ceux qui y sont et leur apporter un petit peu d'espace et de bien-être et de leur sentiment de venir voir des gens de l'extérieur aussi. Je pense que ça leur fait beaucoup de bien. Pourquoi souhaitez-vous intervenir dans le milieu scolaire ? J'ai un peu répondu. Je pense que le milieu scolaire doit être ouvert sur l'extérieur et en même temps les gens de l'extérieur doivent aussi le regarder et revenir. Finalement, on est tous passés par... moi je suis passé aussi par par le collège, par le lycée. Donc c'est toujours en même temps, un jour ça sera à votre tour d'être à ma place et de raconter. Vous retrouverez face à une classe et puis donc c'est le rôle aussi de transmettre, de transmettre aussi une expérience et un vécu et de vous apporter une réflexion et puis quelque chose qui sera un repère, même si aujourd'hui tout ce que je vous raconte sera peut-être oublié, vous en garderez quand même quelque chose, il y aura un repère de cette journée et de cette rencontre qui a lieu aujourd'hui. Vous la garderez, je pense, en mémoire, même si tout ce que j'ai dit s'effacera peut-être de votre esprit, mais il y aura quelque chose qui restera. Parce que il y a une rencontre en même temps qui est charnelle, qui est physique. C'est pas virtuel. Donc c'est ça qui compte aussi. C'est incarner les rencontres et donc je pense qu'après vous allez rencontrer d'autres personnes, vous irez visiter d'autres lieux et c'est comme ça que votre esprit, que vous ferez votre opinion par vous-même, que vous grandissez, que vous allez vous forger des opinions, une réflexion et voilà, pour que vous soyez en même temps autonome dans vos choix et que vous puissiez avoir cette expérience, parce que la vie, c'est finalement qu'une multitude d'expériences qui sont mises les unes, qui s'empilent les unes au-dessus des autres, et qui font une ossature et qui vous font tenir debout en vous donnant, en vous remplissant de quelque chose. Ah oui, alors, parce qu'à la fin, oui, je me suis amusé, parce que à la fin, j'ai imaginé effectivement que ces enfants, après, donc, imaginaient un monde meilleur après le bouleversement et le carnage qu'avait été cette guerre, avec 1 400 000 morts pendant la guerre de 14, 4 millions de blessés, donc c'est quand même quelque chose qui a marqué la société française très profondément. Et que les gens qui sortaient au sortir de la guerre, que ces enfants imaginaient un monde meilleur. Voilà. Donc ils écrivaient une charte en disant, maintenant, il va falloir respecter des choses pour essayer de créer, de se respecter les uns les autres et vivre en bonne harmonie, vivre. Alors il y avait, j'ai imaginé cette charte qui est assez marrante.
je me suis amusé à écrire parce que quand on écrit aussi, c'est pas facile d'écrire, mais on essaye de trouver aussi du plaisir. Donc, et voilà, c'est mon côté pour rêver aussi d'un monde meilleur auquel tout le monde aspire. Donc, d'apporter voilà, un peu sa pierre pour. Donc c'est une note un peu, parce qu'il y a des choses dans cette charte voilà, qui sont, je pense, très sensées, mais en espérant qu'un jour les hommes soient assez sages pour s'en inspirer. Bon, bah écoutez, oui, bah merci à vous, Vanessa, de m'avoir invité, et Madame la principale aussi, de m'avoir donné l'occasion de vous rencontrer. Hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année, en tout cas pour cette année scolaire. Et puis au plaisir alors de revenir peut-être, vous rencontrer avec un autre projet, ou avec une projection d'un film ou quelque chose d'autre. Hein. Merci à vous. Merci. Merci. On va faire une petite photo avec les journalistes.